Il existe une semi-énigme dans l'histoire de la suppression de l'esclavage. Quelle est-elle? En effet, à partir de la fin du XVIIIe siècle, l'Angleterre se muta en un État abolitionniste de combat, puisque ce sont les tractations diplomatiques et coercitives de l'Angleterre qui ont poussé la France, l'Espagne, le Portugal et le Brésil principalement à abolir dans un premier temps le commerce des esclaves et dans un second temps la pratique de l'esclavage même. Les historiens s'arrachent les cheveux pour comprendre ce changement de cap vertigineux. Rappelons que pendant les 2 siècles précédents, l'Angleterre a été le premier fournisseur de bateaux négriers avec son industrie navale. Ainsi, entre 1650 et 1807, l'Angleterre encouragea et favorisa la déportation de 3, 4, voire 5 millions d'Africains vers l'Amérique et les Caraïbes, soit approximativement le tiers des déportés survivants lors du commerce triangulaire. Chers amis, bonjour et bienvenue dans les chroniques de l'Afrophilo. Si vous aimez ce que nous faisons et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez les notifications en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes nos vidéos, mettez un pouce bleu, commentez et partagez. Revenons à notre sujet du jour. Que s'est-il donc passé avec l'Angleterre? Les historiens se scindent en 2 catégories. Les uns soutiennent la thèse humaniste de la suppression de l'esclavage, tandis que les autres soutiennent la thèse économique de la suppression de l'esclavage. Qu'est-ce que la thèse humaniste? Elle consiste à dire que la volonté de suppression de l'esclavage de la part des Anglais à partir du XVIIIe siècle n'est liée qu'à un élan humaniste et chrétien issu de l'évolution des mentalités. Et qu'est-ce que la thèse économique? Elle consiste à dire que la volonté de suppression de l'esclavage n'est liée qu'à des nécessités économiques de la part des États européens. La thèse humaniste est défendue par des auteurs de droite, tels que Bernard Lugan, très détesté par les panafricanistes 2.0. Et la thèse de gauche est défendue par des auteurs tels que Howard Zinn par exemple, l'auteur du livre Une histoire populaire des États-Unis. Dans cette vidéo, je vais vous énoncer un certain nombre d'éléments et ce sera à vous de vous faire votre propre opinion. C'est parti. Tout d'abord, il ne faut pas négliger le rôle de l'Angleterre dans la suppression de la traite puis de l'esclavage. Entre 1807 et 1890, signant traité après traité, avec l'Espagne, la France, le Portugal, les Pays-Bas, etc., les Anglais usèrent de la force et de la diplomatie pour arriver à leur fin. Dominant les mers à cette époque, ils mirent en place des escadrons de lutte contre des bateaux négriers désormais illégaux. Puis dans un second temps, ils forcèrent la France, les États-Unis à faire de même. Ces derniers le firent mais à reculons. Des grosses colonies telles que le Brésil portugais, qui deviendra indépendant en 1822, le Cuba espagnol et les États du sud des États-Unis virent cela d'un mauvais œil, mais finirent par se plier sous les menaces de blocus. L'homme des grandes manœuvres diplomatiques de cette époque était Lord Palmerston, secrétaire d'État des Affaires étrangères sous la reine Victoria, qui était alors à la tête de l'empire le plus vaste et le plus puissant de cette époque. Cet épisode historique de la puissance navale anglaise a été un des premiers paramètres directs à l'origine de la future émancipation des Noirs. La fin de l'esclavage fut actée en 1838, avec le roi George IV, suite à un processus progressif dans le reste des colonies britanniques. Ce processus progressif dit d'apprentissage des anciens esclaves permit de dédommager en partie les colons esclavagistes des différentes colonies. En complément, le contribuable britannique participa à ce dédommagement. Les esclaves, eux, ne furent jamais dédommagés. En guise de comparaison, le choix de la France lors de la deuxième abolition de la Deuxième République, en 1848, fut différent puisque ce sont les anciennes colonies d'esclaves qui, devenues indépendantes, continuaient de payer un dédommagement à leurs anciens propriétaires au risque d'une intervention militaire de la France. Ce fut le cas pour Haïti par exemple. Une petite rétrospective s'impose pour contextualiser cette fin du XVIIIe siècle qui voit le début de la fin de l'esclavage. Depuis l'indépendance de ces 13 colonies d'Amérique, les futurs États-Unis, en 1776, l'Angleterre a perdu l'une de ses plus grandes mannes économiques, à savoir les esclaves noirs des Amériques, au grand bénéfice des colons des États du Sud des États-Unis. Ainsi, sous un apparat d'humanisme, l'Angleterre devint le plus grand défenseur de la lutte pour la libération des esclaves noirs en cette fin du XVIIIe siècle. L'acte d'interdiction de la traite des Noirs est ratifié en mars 1807 en Angleterre. Malheureusement, comme il est souvent le cas dans l'histoire de l'esclavage, vu par les anciens États esclavagistes, on attribue la fin de l'esclavage dans les colonies britanniques par l'action seule des mouvements abolitionnistes en Angleterre, tels que les Quakers, les mouvements chrétiens méthodistes et les sociétés d'abolition de l'esclavage, minimisant ainsi un fait historique majeur,
à savoir l'indépendance des États-Unis, qui conduira à la fin du premier empire britannique, d'après certains historiens. En guise d'exemple, à la fin du XVIIe siècle, la couronne d'Angleterre percevait 100 000 livres par année, en Virginie uniquement, sur la base du diktat des prix du tabac imposé sur la colonie. Au XVIIIe siècle, ce chiffre s'accrut fortement. De plus, les Navigation Acts anglais, imposés aux colons américains, conféraient un véritable monopole des négociants britanniques sur le commerce colonial issu de l'esclavage. En un siècle, la noblesse britannique s'enrichit donc énormément grâce à l'esclavage des Noirs en Amérique entre la fin du XVIIe siècle et l'indépendance des États-Unis en 1776. Ainsi, jusqu'à l'indépendance des États-Unis, il n'y avait donc aucun intérêt à abolir une manne rentière aussi importante. Après l'indépendance des États-Unis en 1776, cette manne fut perdue pour l'Angleterre. Cet aspect disposa sans doute davantage la monarchie britannique à adopter aisément la politique d'abolition en cédant aux pressions des mouvements abolitionnistes. Pour cela, la monarchie britannique diligenta via le conseil privé de la couronne une enquête sur les conditions de la traite en 1788. Cela ouvrit la porte aux pétitions, puis au vote des chambres de l'Assemblée. Ce n'est donc pas un hasard si les mouvements abolitionnistes et anticonformistes anglais se font entendre auprès des milieux du pouvoir en cette fin du XVIIIe siècle. Cette stratégie avait deux objectifs. Le premier objectif était économique et visait à court-circuiter les autres économies esclavagistes occidentales, telles que la France, le Portugal, les États-Unis indépendants, qui prenaient le dessus sur la Grande-Bretagne sur le plan commercial, dans un contexte de lutte entre les puissances monarchiques occidentales suite au contre-coup de la guerre de 7 ans de 1756. Le deuxième objectif était celui d'un prétexte moral, permettant à l'Angleterre de se présenter comme la grande nation abolitionniste. Cela lui permet ensuite d'annexer plusieurs royaumes et principautés africains, prétendument au nom de la lutte contre l'esclavage, et réellement pour initier la colonisation. De plus, dès la fin du XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies entament avant les autres nations occidentales un processus de pénétration dans le continent africain avec des visées de domination coloniale pour des raisons économiques, telles qu'en Afrique du Sud. En conclusion, au lieu d'aller chercher les causes du revirement de l'Angleterre dans des considérations humanistes et religieuses, moi j'irais plutôt voir du côté de l'évolution des structures sociales en Europe, telles que nous l'avons vu dans la vidéo 3. L'Angleterre a été la première nation occidentale à expérimenter les antagonismes entre aristocratie et bourgeoisie durant la décennie 1640 avec la Révolution glorieuse qui aboutit à la mise à mort du roi Charles Ier et à l'arrivée au pouvoir d'un parlementaire libéral bourgeois nommé Oliver Cromwell. Si vous voulez plus de détails sur cette page de l'histoire anglaise, n'hésitez pas à aller voir l'excellente vidéo de la chaîne nommée Questions d'Histoire qui traite de ce sujet. Comme par hasard, l'Angleterre sera également la première nation abolitionniste. Ça fait beaucoup comme coïncidence, vous me direz, surtout à ces grandes échelles géopolitiques où toutes les décisions ne se prennent qu'à l'aune de stratégies mûrement réfléchies. Ce sera pour moi le mot de la fin. Si vous voulez approfondir sur le sujet et échanger avec moi à ce propos, n'hésitez pas de le faire dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt.